Dans ce podcast, je vais vous parler de Pyrène comme d'une étape intermédiaire entre la Thèbes du Razès et une cité perdue, qui pourrait plus tardivement avoir été rodée. Pyrène, c'est à la fois une cité et un tombeau, et c'est une légende liée aux origines des Pyrénées. L'origine du nom de Pyrénées est incertaine, mais l'explication la plus courante est que ce nom viendrait de la racine pyr, signifiant le feu. Certains expliquent que c'est en raison de la couleur des couchers du soleil sur ces montagnes, tandis que d'autres rapportent cette racine étymologique à la légende racontée par Diodore de Sicile. Des bergers auraient causé un incendie qui embrasa ces montagnes, et son ardeur fut telle que l'or et l'argent contenus dans cette terre se mirent à fondre et à former des ruisseaux jaillissant de la roche. Dès les origines, l'abondance de l'or et de l'argent font partie du mythe des Pyrénées. Selon Don Pernetti, les anciens parlent de ces montagnes comme fertiles en mines d'or et d'argent. On dit même, par une espèce d'hyperbole, que ces montagnes et leurs collines étaient presque toutes des montagnes d'or. Aristote nous apprend que les premiers Phéniciens qui y abordèrent y trouvèrent une si grande quantité d'or et d'argent qu'ils firent leurs ancres de la matière précieuse de ces métaux. L'or et l'argent des Pyrénées étaient donc légendaires pour leur abondance dans la culture de l'Antiquité, et il apparaît que les Phéniciens exploitaient ces métaux, ce qui signifie clairement qu'ils s'y étaient installés. La cité de Pyrène est un mythe car il s'agit d'une cité perdue de laquelle on ne sait presque rien. L'auteur le plus ancien à en parler est le grec Hérodote, qui au 5e siècle avant Jésus-Christ parlait d'une cité nommée Pyrène dans le pays des Celtes. Parmi les auteurs qui ont suivi Hérodote, Pomponius Mela parlait de Pyrène comme d'une cité autrefois grande et florissante, proche d'un port Vénus célèbre par son temple. Pline l'Ancien parlait de faibles restes d'une cité grande jadis, tandis que Silius Italicus mentionnait que Pyrène voit de loin l'Ibère séparée du Celte et se trouve dans le pays inhospitalier des Volsques. Avienus parlait de l'opulente cité de Pyrène au pays des Sordes, répandue vers la mer intérieure, où ils habitaient au milieu des retraites des bêtes sauvages, du côté où les monts Pyrénées montrent leurs sommets chargés de pins et dominent au loin les terres et la mer. Et enfin, Strabon parlait des trophées de Pompée, proches du mont Pyrénéen. Ce que l'on peut conclure de ces témoignages historiques, c'est que la cité de Pyrène était perdue pour les Grecs et les Romains depuis au moins le 5e siècle avant Jésus-Christ. On se souvient principalement d'une cité grande et prospère à son époque, située chez les Celtes, à la frontière de l'Ibérie, parmi les sommets des Pyrénées couverts de pins. Tout le paradoxe, c'est que l'on parle à la fois d'un sommet de haute montagne et d'un port célèbre pour son temple à Vénus. La notion de port maritime et celle de haut sommet retiré parmi les montagnes sauvages n'est pas vraiment compatible, mais je reviendrai sur ce sujet. Je viens de résumer les seules informations historiques qui existent sur la cité de Pyrène, et comme vous pouvez le constater, c'est bien maigre. Puisque l'histoire ne peut nous en apprendre davantage, que raconte la mythologie ? Selon Silius Italicus, la cité de Pyrène se trouve sur le haut de montagnes couvertes de nuages et voit de loin l'Ibère séparée du Celte. Et la cité serait liée au nom d'une vierge qui avait donné naissance à un serpent. Voici la légende de Pyrène en tant que personnage mythologique. C'est le nom de la Vierge, fille de Bébris, qu'ont pris ces montagnes. L'hospitalité donnée à Hercule fut l'occasion d'un crime. Alcide se rendait, pour l'accomplissement de ses travaux, dans les vastes campagnes du triple Gérion.
sous l'empire du dieu du vin, il laissa dans le redoutable palais de Bébrix la malheureuse Pyrène déshonorée, et ce dieu, il s'est permis de le croire, oui, ce dieu fut ainsi la cause de la mort de cet infortuné. En effet, à peine eut-elle donné le jour à un serpent que, frémissant d'horreur à l'idée d'un père irrité, elle renonça soudain, dans son effroi, aux douceurs du toit paternel, et pleura dans les antres solitaires la nuit qu'elle avait accordée à Hercule, racontant aux sombres forêts les promesses qu'il lui avait faites. Elle déplorait aussi l'ingrat amour de son ravisseur quand elle fut déchirée par les bêtes féroces. En vain il lui tendit les bras et implora son secours pour le prix de l'hospitalité. Hercule, cependant, était revenu vainqueur. Il aperçoit ses membres épars, il les baigne de ses pleurs et, tout hors de lui, ne voit qu'en pâlissant le visage de celle qu'il avait aimée. Les cimes des montagnes, frappées des clameurs du héros, en sont ébranlées. Dans l'excès de sa douleur, il appelle en gémissant sa chère Pyrène, et tous les rochers, tous les repères des bêtes fauves retentissent du nom de Pyrène. Enfin, il place ses membres dans un tombeau et les arrose pour la dernière fois de ses larmes. Ce témoignage d'amour a traversé les âges, et le nom d'une amante regrettée vit à jamais dans ces montagnes. Pour faciliter l'analyse de ce texte, retenons que Pyrène est une amante d'Hercule. Pyrène est une infortunée car, abusée, elle est morte de déshonneur et de chagrin. Pyrène est une vierge qui donna naissance à un serpent. Sa place est celle des sombres forêts et des antres solitaires. Pyrène est liée au symbolisme du loup car elle fut dévorée par les bêtes sauvages et tous les repères des bêtes fauves résonnent de son nom. Enfin, Pyrène est aussi un tombeau, érigé et arrosé des larmes d'Hercule. C'est ce tombeau qui aurait donné son nom aux montagnes des Pyrénées. Ces caractéristiques nous permettent de conclure que dans le concept, le tombeau de Pyrène est celui d'une infortunée morte d'un chagrin d'amour. Lawis Rochefort disait que sous une de ces montagnes, le tombeau de Pyrène valait bien les fameuses pyramides d'Égypte. Le tombeau de Pyrène serait-il une pyramide égyptienne ? Les mots Pyrène, Pyrénées et pyramide semblent partager la même racine étymologique, ce qui permet de se poser la question sur la forme de ce tombeau, mais encore sur l'origine des pyramides. La pyramide qui donna son nom à toutes les autres serait-elle pyrénéenne ? Après vous avoir présenté les sources actuelles qui concernent Pyrène, permettez-moi de vous présenter une piste tout à fait inédite. Comme vous le savez, la démarche de mes recherches puise ses racines dans l'archéoastronomie, puisque le phénomène astronomique du 17 janvier apparaît comme la preuve scientifique de l'existence d'une cité nommée Thèbes dans le Razès, vers moins 2500 avant Jésus-Christ. De manière approximative, cette occupation égyptienne dans le Razès se situerait entre 2700 et 2200 avant Jésus-Christ. À ma connaissance, il n'y a que 2 traces de l'existence d'une cité nommée Thèbes à cette époque, mais il y en a peut-être d'autres. La première est le texte de Strabon, qui date du 1er siècle après Jésus-Christ, mais qui établit un lien entre une cité nommée Thèbes et les paramètres astronomiques qui permettent de la localiser dans le Razès. Le deuxième est un texte de Diodore de Sicile, qui décrit la Thèbes de l'époque de l'Ancien Empire, soit celle de laquelle nous n'avons de traces en Égypte. Ce texte confirme l'existence de la cité et donne des informations sur sa structure et sur une partie de son contenu architectural. Toutefois, dans ce texte de Diodore de Sicile, Thèbes ressemble à un nom secondaire car l'auteur lui donne le titre de tombeau du roi Osimandoué. Tout ça pour dire que Thèbes est une cité qui se confond avec la notion de tombeau, comme le signifie d'ailleurs l'étymologie de Thèbes, qui se réfère à une boîte, un cercueil, un tombeau. Dans le même ordre d'idées, les mots Pyrène et pyramide
tirent leur nom de la même racine étymologique, ce qui reflète tout de même quelque chose de commun dans le concept. Thèbes et Pyrène seraient donc toutes les deux des cités ayant valeur de tombeau, et s'il s'agissait d'une seule et même cité à des époques différentes. C'est l'idée que je vais développer, car de nombreux arguments permettent de construire cette hypothèse. Pour commencer, les liens avec l'Égypte ne sont pas si éloignés de Pyrène qu'on pourrait le penser, puisqu'Hérodote disait que le fleuve qui passe à Pyrène était le Nil ou l'Istros, le Danube des Grecs. D'un point de vue étymologique, les interprètes imaginent que Pyrène vient de Pyrinos, Pyréna, signifiant ardent ou enflammé, en référence à la rougeur particulière des crépuscules de ces montagnes. Mais d'une manière plus déclinée, Pyrène possède des racines phéniciennes, grecques et celtes. La racine phénicienne purami signifie branche, ombragée. La racine grecque pyrénos signifie enflammé, blond. Et la racine celte byr signifie pointe ou sommet, ou pyre signifiant la poire. Le nom de Pyrène semble donc lié aux différentes civilisations qui auraient occupé la cité avant que les Grecs n'en fixent le nom. Donc, Pyrène serait à la fois phénicienne, celte et grecque, même si les Grecs en avaient perdu la localisation au 5e siècle avant Jésus-Christ. Les Romains auraient suivi les Grecs en appelant ces montagnes Pyrènes ou Montes Pyrenae. Cité par Jean Astruc, un certain Brochard avait tenté de rechercher les origines du nom des Pyrénées depuis l'hébreu. Mais selon Jean Astruc, ce n'est que depuis la langue celtique qu'il est possible de trouver son étymologie, Bir, Birin, et Bren, Biren, qui signifie une montagne. Les habitants des lieux auraient progressivement substitué le B de Biren par un P, formant ainsi le nom de Pyrène. L'explication de Jean Astruc est fort compréhensible, et j'ajouterai aussi que selon mes recherches personnelles, une autre racine étymologique envisageable serait Tyr, car en raison de son apogée phénicienne, cette cité de Pyr aurait aussi pu être un double de Tyr. Et de la même manière que le Bir celtique soit devenu Pyr, peut-être qu'un Tyr phénicien est devenu Pyr. Pour étayer cette théorie, je vous invite à prendre connaissance de la Tyr décrite par Homère dans l'Odyssée. Une glace éternelle couvre son front. Des fleuves pleins de neige tombent comme des torrents des pointes des rochers qui environnent sa tête. Au-dessous, on voit une vaste forêt de cèdres antiques qui paraissent aussi vieux que la terre où ils sont plantés, et qui portent leurs branches épaisses jusqu'aux nuages. Là coulent 1000 divers ruisseaux qui distribuent partout une eau claire. Enfin, on voit au-dessous de ces pâturages le pied de la montagne qui est comme un jardin. Le printemps et l'automne y règnent ensemble. C'est auprès de cette belle côte que s'élève dans la mer l'île où est bâtie la ville de Tyr. Cette grande ville semble nager au-dessus des eaux et être la reine de toutes les mers. Quand on entre dans cette ville, on croit d'abord que ce n'est pas une ville qui appartienne à un peuple particulier, mais qu'elle est la ville commune de tous les peuples, et le centre de leur commerce. Elle a 2 grands môles, qui sont comme 2 bras qui s'avancent dans la mer et qui embrassent un vaste port où les vents ne peuvent entrer. Cette Tyr décrite par Homère ne ressemble en rien à l'actuel Liban, car elle est couverte d'une glace éternelle et de neige. Analysons maintenant les caractéristiques qui raccordent la Tyr d'Homère à la Pyrène des savants d'après le 5e siècle avant Jésus-Christ. On parle d'une cité grande et florissante, et on retrouve l'idée d'une vaste forêt de cèdres antiques, mais aussi que leurs branches touchent les nuages, ce qui rejoint Sirius Italicus dans le concept d'une cité qui touche les nuages. Cette notion d'altitude est paradoxale dans le cadre d'un bord de mer avec activité portuaire. Mais dans le texte d'Homère, il y a d'autres paradoxes. Le vaste port qui s'avance dans la mer serait couvert, puisqu'il est dit que les vents ne peuvent y entrer. S'agirait-il d'un port souterrain ?
Homère parle de cette cité en lui donnant des caractéristiques humaines. Elle possède un front couvert de glace, une tête entourée de pointes de rochers desquels coulent des torrents, mais d'autre part, bien que sa tête touche le ciel, elle nage au-dessus des mers dont elle est la reine, et ses bras s'étendent dans la mer. Cette ville est donc une reine, avec un corps allégorique, et même si ses bras touchent la mer, il est dit que la cité nage au-dessus des mers. Ce qui m'interpelle dans cette poésie d'Homère, c'est qu'elle semble avoir inspiré l'abbé Boudet dans ses définitions de Rennes-les-Bains et de son cromlech. Comme Homère pour Tyr, l'abbé Boudet insinue que Rennes est une reine, parce que les pointes rocheuses qui entourent sa tête forment une couronne, disant que cette couronne forme un cromlech. Je le cite. On pourrait se demander pourquoi le nom de Rennes est appliqué à notre station thermale. On en trouve aisément la raison lorsqu'on examine de près cette étrange contrée. En effet, ces montagnes couronnées de roches forment un immense cromlech de 16 ou 18 km de pourtour. Pour rester dans les coïncidences entre la Tyr d'Homère et Rennes-les-Bains, je souligne en rouge l'archétype de l'antique forêt de cèdres qui paraissent aussi vieux que la terre dans laquelle ils ont été plantés. Souvenez-vous que Rennes-les-Bains est aussi lié à la thématique d'une antique forêt sacrée dans laquelle l'outil de fer ne peut pénétrer, qui est un toponyme dans lequel se confondent la montagne sacrée de Sion à l'époque du temple de Salomon, la montagne sacrée du Lycée dans les mythes arcadiens et le Lupercal dans les mythes romains. Si tout ceci nous ramène au cœur de l'Arcadie et de son énigme, le texte d'Homère présente aussi l'archétype d'une cité qui est faite de ruisseaux, de verts pâturages formant un jardin de couleurs vives dans lequel le printemps et l'été vivent ensemble, ce qui est très proche du concept d'Arcadie en tant que jardin situé en dehors des lois de l'espace et du temps. La Tyr d'Homère, dont les vers sont rédigés en hexamètre dactylique, se trouve donc inscrite dans la tradition arcadienne la plus pure, et c'est aussi un jalon dans le cadre d'une initiation à l'hermétisme littéraire des auteurs qui ont transmis le secret de Sion au fil des siècles. La Tyr décrite par Homère serait-elle aux origines de Pyrène ? C'est bien ma conclusion, car de nombreuses similitudes les rapprochent. Comme je le présente en détail dans mon dernier livre intitulé « La cité souterraine », le songe de Polyphile serait un livre hermétique dont le secret serait celui d'une cité souterraine. Pas une cité de fiction, mais une cité de souvenirs, un lieu de haute mémoire historique. Cette cité aurait été découverte par des érudits italiens au cours du XVe siècle, et leur but aurait été d'en transmettre la connaissance au travers de livres codés, ou plutôt rédigés dans un double langage. La Bible de ce mouvement d'hermétistes, c'est le songe de Polyphile, publié en 1499. Si je vous raconte ça, c'est pour vous dire que j'ai remarqué que la cité qui est décrite dans le songe de Polyphile présente des coïncidences avec Thèbes, mais aussi avec la Tyr d'Homère. Écoutez cette description. Cela dit, nous cheminâmes pair à pair, conformés en amour inviolable. Toutefois, je rappelle toujours à ma pensée les visions que j'avais eues, tant que nous arrivâmes à un vieux bâtiment, situé près d'une grande forêt, sur le bord de la mer, où l'on voit encore certaines grandes masses de murailles et structures de marbre, enseignes et apparences d'un beau môle rompu et démoli, auquel il devait y avoir jadis une belle montée d'escalier pour aller au portique ou avant-portail du temple, qui par longueur de temps, moisissure et négligence, était tombé en ruine. Le songe de Polyphile décrit des ruines situées dans une grande forêt, située proche d'un bord de mer. Il est question d'un temple et d'escaliers, mais l'espace est aussi décrit comme un môle, et c'est le cas dans la Tyr d'Homère. Le songe de Polyphile poursuit ainsi. Autant qu'il était en état, se tenaient les foires et marchés, où venaient tous les ans d'innumérables multitudes de peuples de toutes nations.
et y étaient célébrées plusieurs manières de jeux et passe-temps, si bien que pour l'excellence de sa structure et pour l'abondance des sacrifices, il fut grandement renommé et dévotement visité. Mais sa magnificence est déchue. Tu le vois à cette heure déserte et gisant en ruine. Il fut antiquement appelé Polyandrion, consacré à Pluton, dieu des ombres, et pourtant, il y a un grand nombre de tombeaux où sont ensevelis ceux qui, par importunité d'amour malheureuse, ont misérablement fini leur jour. Par chaque année, le jour des ides de mai, tous ceux qui servaient l'amour, ou étaient sous son aveu, tant hommes que femmes, de diverses contrées tant lointaines que prochaines, s'assemblaient en ce temple pour célébrer les solennités des funérailles et obsèques annuelles de leurs amis qui étaient décédés, et sacrifiaient à ce Pluton tricorporel, à cette fin qu'ils ne tombassent eux-mêmes en inconvénient d'être occasion de leur mort, et avancer les jours constitués, et pour ce, lui faisaient régulièrement les oblations funèbres de brebis noires. Le songe de Polyphile décrit les restes d'une place florissante, fréquentée par divers peuples et nations. On parle de renommée, de magnificence déchue, mais aussi d'un espace nécropolaire spécialement consacré aux tombeaux de gens morts d'amour infortuné. Ces informations sont en écho avec la Tyr d'Homère, puisqu'il en parle en ces mots. Il faut même vous avouer que depuis quelque temps la gloire de Tyr est bien obscurcie. Vous ne trouverez ici, maintenant, que les tristes restes d'une grandeur qui menace ruine. Ô malheureuse Tyr, en quelles mains es-tu tombée ? Autrefois, la mer t'a porté le tribut de tous les peuples de la terre. Mais dans le songe de Polyphile, cet espace se poursuit vers le rivage qui mène vers l'île de Cythère, que l'auteur décrit et distingue en petits bosquets, jardins, fleuves et fontaines. Il y a un merveilleux théâtre situé au milieu de l'île, au centre de laquelle est la fontaine de Vénus, environnée de 7 colonnes de pierres précieuses. À côté, se trouve une autre fontaine qui est aussi le tombeau d'Adonis, en commémoration de qui la déesse Vénus fait tous les ans faire une pompe funèbre, et elle-même y assiste, faisant l'office que son plaisir de leur dire et de leur faire le discours de ses amours. C'est là que se rendent Mars, Vénus et Cupidon, et cette procession des dieux sur le tombeau d'Adonis rappelle le thème majeur des bergers d'Arcadie, qui est celui de la procession pastorale. Il y a donc des relations entre la Pyrène historique et la Tyr d'Homère, qui est un auteur grec daté aux environs du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et ça colle avec le fait que les Grecs avaient connaissance de la cité, puisqu'Homère en parlait à son époque, et qu'ils avaient oublié la cité 3 siècles plus tard, au temps d'Hérodote. Mais cette analyse va plus loin, car si au XVe siècle, les ruines de Tyr semblent se mélanger à celles de Thèbes dans le songe de Polyphile, cela ne peut pas être un hasard. Soit c'est une volonté de l'auteur que de vouloir créer une cité hybride formée de 2 cités fantômes réunies en une seule, soit c'est tout simplement la réalité d'une observation qui coïncide avec ces témoignages littéraires. Pour ma part, je pense qu'il s'agit d'un mélange de ces 2 concepts, c'est-à-dire que ces auteurs auraient étudié des choses observées et identifiées grâce à ces textes antiques. Le fait que le songe de Polyphile fasse référence à un temple à Vénus situé en rivage de mer est un élément qui m'avait permis de suspecter un lien avec Pyrène. De toute évidence, le paradoxe d'un rivage marin en pleine montagne repose sur une question d'interprétation. Et si le temple à Vénus, situé en bord de mer, était à comprendre dans le sens du songe de Polyphile, c'est-à-dire situé dans une cavité dont le fond communique avec un bras de mer souterrain, ou une quelconque étendue d'eau salée identifiée comme un océan, comme par exemple ces eaux souterraines qui donnent naissance à la Salse. Car le Razès est une région singulière. Omis les sources salées, les sources chaudes et froides, la région de Rennes-les-Bains est aussi un site géologique qui présente les traces d'un océan.
Les traces d'érosion sur les rochers, mais aussi la présence de fossiles marins, démontrent que ces sommets des Pyrénées avaient été jadis sous les eaux de l'océan. D'un point de vue symbolique, cette caractéristique géologique illustre le paradoxe d'un rivage de mer situé dans les hauteurs d'un sommet pyrénéen. Le texte d'Homère semble refléter la notion de cité engoncée entre des sommets montagneux, voire couverte, par ses idées de glace et de couronne montagneuse. Et on a l'impression aussi que cette cité est une descente, accompagnée des fleuves ruisselants vers un vaste port dans lequel les vents ne peuvent entrer. La question qui se pose sur ce port, c'est qu'il est à l'abri du vent, et dans la perspective d'un paysage souterrain, ce port pourrait être une sorte d'embarcadère sacré. Par exemple, dans le songe de Polyphile, pour se rendre à la fontaine de Vénus ou au sépulcre d'Adonis, soit là où les divinités viennent en procession annuelle, Polyphile et Polia voyagent en barque pour arriver à destination. Ils partent d'un sanctuaire circulaire qui ressemble aux ruines de la Tyre d'Homère, pour se rendre sur l'île de Cythère, où il est question principalement de Vénus, mais aussi d'embarcadères et de navigation souterraine. Selon moi, le songe de Polyphile et l'Odyssée d'Homère seraient un chaînon manquant de l'histoire de Pyrène, c'est-à-dire qu'Homère exprime les origines de la cité sous le nom de Tyr, tandis que le songe de Polyphile raconte l'histoire de ses vestiges au XVe siècle, comme pour confirmer que cette cité a existé et existerait toujours sous la forme de ruines abandonnées. Pour tenter une reconstitution historique, la Thèbes disparue, celle des rois, correspondrait à une période entre 2700 et 2200 avant Jésus-Christ. Cette période coïncide avec la Tyr actuelle, car son archéologie confirme une occupation à partir de moins 2700. On peut donc considérer que Tyr était à sa place et que Thèbes se trouvait à l'époque dans le Razès, avant que ses occupants ne se déplacent vers l'Égypte. Nul ne sait à quelle époque les Phéniciens exploitaient l'or des Pyrénées, mais c'est vers moins 2000 que Cadmus fonda Thèbes. C'est un point de repère historique, car Cadmus était un roi de Tyr, et il apparaît au moins 200 ans après l'occupation théorique des Égyptiens dans le Razès. Cadmus était à la recherche d'un lieu pour fonder une colonie de Tyr, et il trouva un antre profond dans lequel se trouvait une cité jadis florissante abandonnée. Il fonda Thèbes en cet endroit, comme pour redonner son nom original à cette nouvelle vieille cité. Cadmus était phénicien d'origine, et c'est lui qui apporta l'alphabet phénicien aux Grecs, et c'est une figure aux origines de la civilisation grecque. Cela explique comment les Grecs auraient eu connaissance d'une Thèbes fondée par les Égyptiens, oubliée, mais renouvelée par Cadmus sous le même nom de Thèbes et en tant que colonie de Tyr. 14 siècles après Cadmus, Homère, dans son Odyssée, aurait parlé de cette cité sous le nom de Tyr, et ses caractéristiques sont celles que l'on retrouve, à partir de 3 siècles plus tard, chez Hérodote et les autres historiens qui ont parlé de Pyrène. Pour conclure, Pyrène et la Thèbes du Razès seraient une seule et même cité, que l'on peut faire remonter à une période antérieure au déluge, en considérant les indices mythologiques liés à ces lieux. En guise d'épilogue, je cite Don Pernetti, qui proposait une lecture plus alchimique de ces mythes. Selon lui, le royaume de Pluton ou les enfers se trouvait dans les Pyrénées. Écoutez plutôt. Il ne faut point séparer l'idée du royaume de Pluton de celle de l'enfer, du Tartare et des Champs-Élysées. Les ténèbres sombres et noires échurent à Pluton dans le partage que les trois frères firent de l'univers. Et quelles étaient ces ténèbres ? Le même auteur nous l'apprend en divers endroits de son Iliade et de son Odyssée. C'est un lieu ténébreux, un abîme profond, caché sous terre, environné des marais bourbeux du Cocyte et du fleuve Phlegéton.
Les portraits que les poètes nous en font ne présentent à nos yeux que des spectacles tristes, horribles et effrayants. Il faut franchir tout cela pour arriver au royaume de Pluton, et l'on ne peut y parvenir si l'on est conduit par une sibylle. Ce dieu portait souvent des clés au lieu de sceptres. Cette marque distinctive que l'on trouve dans les monuments qui représentent Pluton, avec l'idée que l'on nous donne de son ténébreux empire, ne pouvait guère mieux nous désigner la terre philosophique cachée sous la couleur noire, appelée clé de l'œuvre parce qu'elle se manifeste dès le commencement. Cette terre qui se trouve au fond du vase est celle qui est chute en partage à Pluton, qui fut en conséquence appelée dieu des richesses, parce qu'elle est la minière de l'or des philosophes, du feu de la nature et du feu céleste. C'est ce qui a fait dire que Pluton faisait son séjour sur les monts Pyrénées. Si le contenu de ce podcast vous a intéressé, je vous invite à lire mon livre La Cité souterraine, dans lequel j'explore plus en détail cette cité de littérature bien en phase avec l'Eurasès. Je n'ai pas l'intention de présenter les exclusivités de ce livre sur YouTube, car je suis plutôt sur d'autres types de projets. C'est pourquoi je recommande aux plus passionnés d'entre vous la lecture de mon livre s'ils veulent aller plus loin dans cette approche d'un mystère lié à une cité souterraine. Merci de votre attention et merci aussi à ceux d'entre vous qui soutiennent ce travail par leurs dons. Car chacun de vos dons alimente ma motivation de continuer à produire ce genre de contenu basé sur mes propres recherches.